de sécurité des Nations Unies, décriant, il faut le dire, une violation répétée de son espace aérien par l'opération, par la force française Barkhane. Et la question de la représentativité du Mali et de façon générale de l'Afrique se fait ressentir, se pose avec acuité. Et à cet effet, le Japon a lancé un appel pour réclamer un siège de membre permanent pour l'Afrique, pour ainsi permettre un véritable développement ou alors un véritable essor du continent africain. Quel était justement à cet effet, entre plainte du Mali et l'appel fort et d'urgence du Japon, à quoi doit-on s'attendre? Mesdames, Messieurs, la visite du président français Emmanuel Macron en Algérie ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La Turquie n'est pas restée de marbre. Elle a déclaré, elle a répondu face à la sortie du président français Emmanuel Macron à Oran dans le cadre, bien sûr, de cette visite en Algérie et a décrié des déclaration, je cite, mensongère et inacceptable de la part du président Emmanuel Macron. Quelles étaient les réelles motivations de la part de la France à cet effet? Pour en parler, des experts de haute facture. Madame Amina Fofana, bonsoir. Madame Céleste, je salue Afrique Média. Merci de m'avoir invité. Et je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment, y compris les efforts inlassables de la régie. Merci d'être là, Madame Amina Fofana. Vous êtes leader panafricaniste. Merci de répondre au présent à cet appel de la télévision panafricaine. Monsieur Charlie Kenyé, bonsoir. Bonsoir Céleste Capel, bonsoir à Amina Fofana que je découvre à nouveau. C'est un plaisir, toujours aussi belle. Ma soeur camerounaise Amina. Donc je salue vos milliards de téléspectateurs. Nous espérons, comme à l'accoutumée, que nous apporterons un plus à la compréhension au-delà du jeu, mais des enjeux justement qui meublent l'actualité mise au débat. C'est moi qui vous remercie une fois de plus de l'honneur que vous me faites en m'invitant à ce festin intellectuel panafricain. Présent ce soir sur les antennes de la télévision panafricaine. Vous êtes analyste politique, mais également stratège. Sur ce plateau, un habitué, Monsieur André-Christophe Fonga. Bonsoir. Bonsoir Céleste Capel. Bonsoir Madame Amina Fofana. Bonsoir Charlie. Ça fait un bail Charlie, on ne s'est pas vu. Donc faites un effort de me passer un coup de fil Charlie Kenyé. Bonsoir aux techniciens et surtout bonsoir à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde. Je suis ravi encore de partager ce plateau magnifique avec vous parce que c'est un plaisir de venir défendre la cause africaine. C'est un plaisir de venir dire aux Africains ce qu'il faut, modestement, hein, sans bien sûr... sans prétention aucune. Sans prétention aucune, exactement. Donc, pour dire aux Africains que nous avons un chantier et je crois que nous devons véritablement nous arrêter un seul instant et prendre c'est la croix de Saint-André, comme les Blancs nous ont appris que c'est la croix de Saint-André, et placer sur certains murs et sur certaines maisons dans certains pays et dire que à démolir. Parce qu'il y a des pensées qu'il faut démolir. Il y a des actions à mener pour notre continent, pour que notre continent soit extrêmement libre. Et si nous ne mettons pas la croix de Saint-André pour signifier que, véritablement, nous allons engager des travaux de démolition, alors là, nous n'arriverons pas à avoir cette Afrique libre et indépendante que nous voulons. Je pense qu'aujourd'hui, les pères fondateurs de notre Afrique, de notre continent et de la lutte indépendantiste nous ont montré la voie à suivre. C'est à nous maintenant de nous mettre sur la même voie si nous voulons véritablement voir le changement se produire dans nos nations. Donc, merci de m'avoir invité et je salue un salut spécial au PDG de cette chaîne, M. Justin Tagou, et surtout au DP, directeur des programmes, M. Jérôme Ebosama, un brillant garçon. Il faut l'apprécier à sa juste valeur, M. Jérôme Ebosama. Félicitations et beaucoup de courage à vous. Le message à coup sûr n'est pas entré dans les oreilles dessous. Les personnes indiquées ou alors citées par vous ont bien reçu le message et bien sûr la réalisation nous fait comprendre que le message est arrivé dans de bonnes oreilles et on rappelle, bonne oreille autant pour moi, et on rappelle également que dans le cadre de ce programme nous aurons Monsieur Jonathan Batengene qui est sociopolitiste et on n'oublie pas, hein, on rappelle déjà que vous, Monsieur André-Christophe Fonga, vous êtes analyste politique et directeur
de publication de la dépêche de midi. Madame Linda Labayu également sera des nôtres, Inch'Allah. Elle est analyste politique et spécialiste des questions de sécurité. Alors, Madame Amina Fofana, je commence par vous. Madame Amina Fofana, je commence par vous. J'espère qu'on a une bonne liaison. Bamako décrit une violation répétée de son espace aérien par Paris et accuse également Paris de soutenir le terrorisme, attestant qu'elle a des preuves. De prime abord, Madame Amina Fofana, quel est votre regard? Merci beaucoup de m'avoir posé cette question, mais j'aurais souhaité répondre avec, puisque c'est en corrélation avec la proposition soudaine et brutale du Japon qui se rend compte tout de suite, le pion des USA, qui se rend compte que l'Afrique existe. Tout ça est lié, le fait que le Mali a tiré la France par les cheveux pour la traîner devant le Conseil des Nations Unies. C'est en corrélation également avec le comportement honteux de Macky Sall, le comportement répétitif, honteux et intrusif de Macky Sall. Donc si vous voulez bien élargir, que j'élargisse la question, ça me fera plaisir. Est-ce que cela vous convient? Je n'ai pas entendu. Vous me recevez? Nous vous recevons 5 sur 5, Madame Amina Fofana. Allons-y. Surtout, vous avez déjà évoqué, vous faites bien d'évoquer déjà cet appel du Japon qui sollicite, qui réclame une place du continent africain comme membre permanent du Conseil de sécurité. Un appel qui intervient de façon surprenante, une stupéfaction par beaucoup de panafricanistes qui s'interrogent sur la véracité de cela. Quel est votre gré de lecture, Madame Amina Fofana? Ok, je commence par saluer mes frères qui sont sur le plateau, Monsieur André Christelle Fanga et mon frère Charlie Kenyé. Ça fait plaisir toujours de se faire inviter par Afrique Média. C'est un honneur pour moi et c'est un honneur pour tous les panafricains qui se retrouvent à partager des débats très constructifs pour l'Afrique. Donc, je vous remercie pour cette noble invitation. En effet, l'Afrique court un grand danger. Parce que c'est quoi les Nations Unies? Ça a été créé le 24 octobre 1945 en Californie, donc par les USA après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose qui a été fondé contre tous les non-occidentaux en général, mais en particulier, spécialement, ça a été fondé contre l'Afrique pour maintenir l'impérialisme d'abord, la suprématie des USA sur le monde et l'impérialisme de tous les Occidentaux sur l'Afrique. Donc, il est question, à travers l'ONU, que l'Afrique ne se développe jamais. Donc, c'est pour ça que leur mission, qui est censée être une mission de paix, est une mission de guerre contre les pays africains et contre les pays qu'ils prennent en chasse pour leurs ressources naturelles. Donc, ces gens qui sont des Occidentaux ont un principe, c'est de considérer les Africains comme les non-êtres humains. Donc pour eux, nous ne sommes pas des êtres humains. Donc il faut nous maintenir dans la pauvreté absolue. Et pour cela, c'est la France qui a été déléguée comme vigile ou comme gendarme de l'Afrique francophone. Donc maintenant que le visage de la France a été découvert par, comment dire, par le Mali et avec des preuves des violations des espaces de notre espace aérien à plusieurs reprises, notamment une 50aine de fois, armer les terroristes, venir d'ailleurs, la dernière fois à Tessit, il y a 4 Français, je suis monté, je t'ai dit, sur Afrique Média, il y a 4 Français qui sont morts du côté terroriste à Tessit. Et ils ont quitté le Niger. C'est pas pour rien que Barkhane et Takuba sont chassés d'ici, parce que tout ça, en vérité, c'est l'OTAN. Même l'aménagement qui est là, c'est l'OTAN. Donc, c'est pas pour rien qu'ils sont allés s'installer au Niger. C'est pour continuer la déstabilisation du Mali. Or, le partenariat sincère, gagnant-gagnant, crédible entre le Mali et la Russie dérange considérablement la France et ses partenaires terroristes. Donc, c'est pour cela que en matière de renseignement, aujourd'hui, le Mali est très bien renseigné. C'est pour ça que je dis que le Mali ne fait rien sans preuve. Maintenant que les preuves sont établies,
et que c'est la Chine qui assure la présidence des Nations Unies, de toute façon, c'est le droit du Mali d'aller exposer le vrai visage terroriste, ce qu'ils sont en train de faire, parce que cela va remettre en cause la présence même des casques bleus, des casques rouges maquillés en casques bleus sur notre territoire, qui nous ont envahis. Donc, c'est quoi le Japon? Si on regarde la démarche tordue, puisque avant que le Japon ne fasse cette déclaration honteuse, cette déclaration esclavagiste, parce que le Japon devrait d'abord se battre pour ses propres intérêts, pour qu'il puisse avoir un droit de veto à lui-même à l'ONU. Le Japon ne se soucie, ne s'est jamais soucié, ne sait même pas que l'Afrique existe. Ces gens-là ne prennent, c'est-à-dire ils prennent, vous m'excusez, les Africains pour des choses sur terre. Et ces choses-là possèdent la plus grande richesse que Dieu a donnée sur terre. Donc la convoitise, c'est à ce niveau-là. Donc le Japon, c'est un pion des États-Unis. Le Japon a été bombardé. Hiroshima, Nagasaki, 6 août 1945, 9 août 1945. Le Japon est occupé militairement par les USA. Le Japon est, c'est-à-dire, est comme Macky Sall ou entre les mains des États-Unis, est comme Macky Sall ou Alassane Ouattara entre les mains de la France. Donc cette proposition qui arrive à point nommé quand le Mali se saisit des Nations Unies pour dénoncer les crimes de la France, le terrorisme de la France, c'est Macky Sall d'abord qui sort pour s'autoproclamer médiateur entre le Mali et la France. Mais qui a sonné la vieille cloche? Moi, je veux savoir. Et son ministre des Affaires ou sa ministre des Affaires étrangères dit que non, il ne faut pas exposer la France à l'ONU. Donc, eux, ils vont faire la médiation. Du côté du Mali, ils vont parler avec le Mali. Et peut-être même qu'ils parleront avec la France. Macky Sall est un sale pion de la France, comme le Japon est un sale pion des États-Unis. Donc ça, ce n'est pas une coïncidence. Macky Sall, il œuvre pour soutenir le terrorisme. Sa démarche est terroriste. Macky Sall et Alassane Ouattara, concernant les 49 mercenaires, Macky Sall est venu ici. C'était pour demander aux autorités, au digne président patriote, qu'il a beaucoup respecté, qu'il a accueilli, Assimi Goïta, de libérer les 49 mercenaires. Mais si le coup d'État sanglant que les 49 mercenaires voulaient faire au Mali avait réussi, Macky Sall allait féliciter ce qui s'est passé. Les Maliens sont tués ici matin, midi, soir. On dirait qu'on n'est pas sur le même continent que ces gens-là. Ce sont ces mêmes gens qui ont pris l'Union africaine, la CEDEAO, qui ont pris des sanctions inhumaines, illégales, injustes contre le peuple malien pour le tuer, pour l'asphyxier. Et dans ça, il y a l'Algérie qui nous a soutenus, il y a qui a collaboré avec nous, il y a la Guinée et il y a la Mauritanie. Donc la France était en échec et Macky Sall a été capable d'asphyxier son propre peuple pour mieux servir le dictat de la France. Donc la qualité de président qui est là, c'est ça la dangerosité, puisque Macky Sall, il est président de l'Union africaine. Et l'Union africaine n'a pas hésité une seconde à sanctionner le Mali. Donc, s'agissant des terroristes, ces gens-là ne les sanctionnent jamais, non. C'est l'État qui est sanctionné. Il faut savoir que ces organismes-là sont alimentés, entretenus par les Occidentaux. Donc l'Union africaine répond au dictat de l'Union européenne, en particulier de la France. La CEDEAO, pareil, le G5 Sahel, tous créés contre les Africains. Quel est le jour où un pays indépendantiste, par exemple, c'est-à-dire un patriote qui gouverne son pays, a été président de ces institutions-là? Non, ça n'est pas arrivé. L'exemple le plus récent, c'est le G5. La présidente tournante du G5 Sahel. Chaque président, tout président que vous allez voir à la tête de ces institutions criminelles obéit directement aux Occidentaux et contre les peuples africains. C'est en cette qualité, comme la présidence de l'Union africaine, c'est pour 1 an, donc le Japon fait une proposition. Sinon, Lula da Silva avait
l'Union africaine puisse avoir un siège permanent à l'ONU. Mais ça n'a pas été écouté parce que lui, c'est une vraie proposition. Donc ça, c'est pour contrer la proposition du Japon. C'est pour contrer la révolution africaine. C'est pour empêcher le Mali d'aller devant l'ONU avec des preuves flagrantes contre la France et contre l'impérialisme. En un mot, l'Occident est en train de prendre une posture où il ne veut pas se faire frapper avec son propre bâton créé qui s'appelle l'ONU. Donc le Japon fait cette proposition et il y a les États-Unis en dessous, il y a la France en dessous, il y a l'Union africaine en dessous. Aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt à siéger au Conseil des Nations Unies. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que des gens comme Macky Sall, des gens comme Ouattara, des apatrides qui sont chargés de maintenir l'Afrique dans la pauvreté pour enrichir l'Occident. Un président de l'Union africaine qui est capable de mettre des sanctions inhumaines, illégales et injustes sur son peuple frère, le Mali, qui va aller faire la commission de l'Occident chez Vladimir Poutine pour quémander du blé et au nom du peuple africain. Aujourd'hui, à ce jour-là, où est le blé africain? Est-ce que les Africains sont morts de cette opération spéciale de dénazification de l'Ukraine? Non. Donc, des dirigeants comme ça, ils visent à ce que Macky Sall représente les Africains au siège permanent à l'ONU là-bas. Comme ça, le genre de requête que le Mali a avec des preuves contre la France, l'Union africaine va mettre son pied là-dessus et ça n'arrivera jamais au Conseil de sécurité. Nous, notre intérêt aujourd'hui, c'est de collaborer avec la Russie, c'est de collaborer avec la Chine, c'est d'aller expliquer exactement avec les preuves ce qui se passe. C'est que le comportement criminel que la France est en train de faire ici, parce qu'à la longue, on sera obligé de descendre les avions de la France. Déjà, ces militaires, ces mercenaires, ces militaires terroristes, mercenaires, légionnaires, sont en train de mourir ici. Beaucoup de preuves accablantes attendent la France. Du coup, c'est l'esclave en chef, Macky Sall, qui est préoccupé plus que tout le monde. Quand on arrête les mercenaires, c'est le même Macky Sall. Donc, pour vous dire, madame, pour vous dire juste que la démarche du Japon, c'est pour tuer tout ce qu'on est en train de fournir, parce qu'avec l'éveil de conscience du peuple africain aujourd'hui, donc ils veulent engloutir notre lutte à travers des présidents comme Macky Sall. Et aussi, de son côté, comme il est impopulaire et qu'il disait un troisième mandat qui ne passera pas, donc si Sonko devient président là-bas, il s'agit d'aller empêcher Sonko de bien gouverner. C'est de cela qui est question. Il s'agit de donner encore la voix à des Africains apatrides d'aller étouffer au profit de l'Occident, d'aller étouffer tout ce que nous sommes en train de faire comme lutte et de donner, de maintenir la suprématie, les crimes de l'Occident, les crimes de la France et de son Occident sur les peuples africains. C'est cette démarche que le Japon est en train de prendre. Sinon, pourquoi le Japon ne se cherche pas? Le Japon ne peut pas aimer les Africains plus que le Japon lui-même. Ça, c'est pas vrai. Non. Il ne s'agit pas d'amour, il s'agit de nous anéantir. Et c'est une démarche criminelle. Donc, vous allez voir que dans cette démarche, il y a un piège. Et le piège, c'est quoi? Il va falloir que l'un de nos partenaires, que ce soit la Chine ou que ce soit la Russie, ou ceux qui se trouvent de l'autre côté, pose son droit de veto pour qu'on n'accède pas à ce siège empoisonné. Ça, c'est très important. Et les Africains doivent comprendre que ça ne veut pas dire qu'eux, ils s'opposent à ce que l'Afrique ait un siège. Non, ils veulent donner un siège au pion des Africains contre nous. C'est ça. Il s'agit de récupérer tout ce qu'on va faire. Il s'agit que ça n'arrive jamais à l'ONU, que ça soit toujours bafoué par des présidents criminels qui sont malheureusement, c'est pas tous, qui sont malheureusement chaque fois à la tête de ces organismes criminels au service de l'Occident. Il s'agit de nous rallier à l'Occident. Il s'agit d'étouffer, d'empêcher le Mali d'aller devant l'ONU pour expliquer la vérité. C'est pour ça que les cheveux de Macky Sall se sont
dressé avec sa ministre des Affaires étrangères. C'est pour ça que le Japon se lève brutalement et soudainement pour essayer de proposer l'Afrique. L'Afrique est là depuis longtemps. Ce qui est fait contre toi, ce qui est fait sans toi, en ton nom, est fait contre toi. Ce n'est pas fait pour nous. Il ne s'agit pas pour nous de... On ne cherche pas un siège. On cherche des partenaires avec des droits de veto à l'intérieur pour contrer leur propre système. C'est comme ça que l'ONU va disparaître. Il est question pour les Africains aujourd'hui d'avoir de la voix sans avoir un siège. On n'en a pas besoin. On ne peut pas avoir un siège comme ça au sein de... Pourquoi? C'est-à-dire, comment on va avoir un siège tandis que ce sont les pro-occidentaux, les esclaves des USA, les esclaves des Français. Vous avez vu de quoi ils sont capables contre les présidents patriotes. C'est un siège que les patriotes ne prendront jamais parce que dès qu'un patriote devient président, on le sanctionne, on lui fait la guerre, on le harcèle. Et d'ailleurs, à l'ONU là-bas, ce qui est réservé, on a vu pour Patrice Lumumba, ce qui est réservé au président patriote, c'est la mort. Les patriotes n'y accéderont jamais. C'est des vassaux comme des présidents vassaux comme Macky Sall, comme Alassane Ouattara, comme bien d'autres qui veulent aller usurper encore notre lutte et notre voix à l'ONU pour mieux servir les intérêts de leur maître, leur Dieu, la France et l'Occident, et maintenir l'Afrique dans la misère. Moi, je demande qu'un de nos partenaires pose son droit de veto pour qu'on n'ait pas un siège. Nous, on veut que l'ONU, cette histoire-là se termine. Même s'il faille créer une ONU parallèle avec les partenaires, oui. Mais l'ONU dans sa forme-là, tel que ça a été créé, toutes ces institutions-là, FMI, etc., Banque mondiale, tout ça là, c'est contre les Africains. Donc, ceux qui sont à la tête de nos pays, surtout Macky Sall, c'est lui qui est dit, c'est pour ça que Macky Sall s'est autoproclamé médiateur. C'est Macky Sall qui veut aller au siéger là-bas à l'ONU. Parce que son troisième mandat est tombé à l'eau. Donc, il lui faut aller en parallèle et que le Mali, l'armée malienne est en train de monter en puissance. Nous avons les renseignements. Il s'agit d'aller servir la France au nom du peuple africain, comme il est parti quémander le blé au nom du peuple africain. Or, c'est pour l'Occident. Donc, il faut qu'on sorte de cette logique. Moi, je ferai tout. Je ferai tout pour qu'il y ait un droit de... C'est-à-dire pour qu'il y ait un droit de veto contre la proposition indigne et indécente du Japon. Parce que le Japon n'a rien à cirer du peuple africain. Non, non, non. Le Japon est commissionné par les États-Unis. Maintenant qu'on se réveille, on est en train d'aller de l'avant, on voit ce qu'ils sont, qui ils sont, comment ils nous voient, et on est censé être dans une institution qui est contre nous. On est dedans, une institution qui est contre nous. Et quand je vois Macron qui se lève pour aller en Algérie, Ambalo qui fait le défilé là-bas, c'est une honte. Aujourd'hui, la France est aux abois. Et quand la France est aux abois, les esclaves de la France aussi sont aux abois. Donc cette affaire des 49 mercenaires, va remettre en cause la présence même de la MINUSMA. Et la guerre se trouve en Ukraine. Pourquoi la MINUSMA ne va pas maintenir la paix en Ukraine? Pourquoi c'est en Afrique? Et ce sont eux qui planifient les guerres, qui créent les guerres, qui viennent nous envahir. Et ils n'en parlent jamais. Quand ils en parlent, ils mentent comme ils respirent à travers leurs médias mensonges. Donc, comme je me suis un peu étalée, je vais laisser la parole à d'autres pour ne pas monopoliser la parole. C'est un piège, c'est un siège empoisonné au nom des Africains, sans les Africains et contre les Africains. Le Macky Sall, là, c'est la France. C'est-à-dire on veut enlever le masque blanc pour mettre le masque noir. Mais sous le masque blanc, il y a toujours le masque blanc. Merci beaucoup. Merci Madame Amina Fofana pour ce premier jet d'intervention. Alors Monsieur Chali-Kenyé, remédier à une injustice historique pour l'Afrique, pour que l'Afrique obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Tels sont les propos du Premier ministre japonais. Et il faut le dire, à la suite de Madame Amina Fofana, elle a souligné qu'il s'agit là d'un moyen pour une stratégie bien ficelée par le Japon afin d'étouffer cet éveil véritable de conscience de la part des Africains. Quelle est votre grille de lecture, Monsieur Chali-Kenyé?
Activez votre micro, Monsieur Charlie Kenyé. Activez le micro. Si c'est un téléphone, vous l'activez directement sur le téléphone. Allô, vous me suivez? Nous vous recevons. Allez-y, Monsieur Charlie Kenyé. Voilà, merci. Je disais tantôt que nous sommes là dans un cas typique de relations internationales. Et en relations internationales, il n'y a pas de philanthropie, ce sont les intérêts qui comptent. Déjà, il faut rappeler que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est justement l'instance suprême en termes de décision de cette organisation suprême internationale, est constitué de 15 membres, parmi lesquels vous avez 5 qui sont des membres permanents. Cela fait en sorte quoi? Cela fait en sorte que vous verrez que ceux-là qui sont aujourd'hui considérés comme étant des membres permanents sont justement ceux-là qui étaient au départ à la création de cet organe-là, à savoir les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et dites-vous bien que depuis que les Nations Unies ont été créées, c'est-à-dire que depuis que ces vainqueurs-là, à savoir les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Russie et la Chine, qui sont arrivés, mais pour d'autres raisons, depuis qu'ils sont assis ou alors depuis qu'ils siègent à cette instance suprême, il faut rappeler qu'il y a tout un mécanisme qui a été fait pour justement empêcher d'autres États de pouvoir rejoindre ça. Donc, aujourd'hui, le Japon, voyant justement cette vérité-là, parce que dites-vous bien que la sortie du Japon n'est pas de nature à vouloir véritablement aider les Africains, non. Le Japon, depuis des années aujourd'hui, souhaiterait avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous pouvons avoir accès donc, à cette demande. Qu'est-ce que le Japon fait? Le Japon est en train de jouer aujourd'hui sur des leviers. C'est-à-dire que, indirectement, cette sortie du Japon, que l'on pourra assimiler à une volonté d'aider les Africains, n'a rien à voir avec les peuples africains. Il faut rappeler très clairement que derrière cette sortie, il y a d'abord un intérêt géostratégique, un intérêt même stratégique. Lequel, c'est-à-dire que à travers donc cette sortie-là, le Japon obligerait ou alors demandera à ce que la plupart des États qui aujourd'hui constituent les États non permanents, si on peut le dire ainsi là, demandera à ce que la révision ou alors la forme, la constitution même de ce Conseil de sécurité des Nations Unies puisse être mis à la table, parce que dites-vous bien que nous pouvons accéder avec un siège direct comme membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que le Japon a fait? Le Japon s'est allié avec d'autres États. Ils ont créé ce qu'on appelle le G7. C'est-à-dire que les 7 grands pays les plus puissants du monde sur le plan économique. Or, indirectement, ce que le Japon veut depuis des années, je le dis aujourd'hui, et d'ailleurs, je crois que le représentant ou alors le ministre des Affaires étrangères japonais, dans sa sortie, lorsqu'il appelait l'Afrique à demander un siège au niveau du Conseil permanent, un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, faisait savoir également que le Japon même mériterait un siège à ce Conseil permanent. Donc, le Japon n'est pas là pour aider les Africains. Le Japon, au contraire, est en train de vouloir se positionner. Ça, c'est la première des choses qu'il fallait savoir. C'est-à-dire que nous sommes là, en réalité, pour des raisons stratégiques, des raisons idéologiques. À côté de ça également, vous avez des intérêts économiques, parce que je tiens à rappeler pour ceux qui ne savent pas que l'économie japonaise, c'est-à-dire que le Japon aujourd'hui, qui fait partie des 5 plus grandes économies du monde, est fortement dépendante des importations énergétiques en provenance de la Fédération de Russie. Or, depuis que le Japon a pris position dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine aujourd'hui, la Russie, la Fédération de Russie, a imposé au Japon un certain nombre de sanctions, que ce soit économiques ou énergétiques. Alors, face donc à cette réalité-là, vous verrez que c'est toute l'économie japonaise, selon un certain nombre de statistiques, qui dans les années à venir vont se retrouver dans de très sales draps. Alors qu'est-ce que le Japon fait? Le Japon est en train de jouer sur les mêmes leviers qu'ont joué l'Union européenne, la France et même les États-Unis. Je tiens à rappeler que les États-Unis, le Parlement ou alors le Congrès américain a voté une loi demandant à ce que les États-Unis voient dans quelle perspective ils doivent faire face ou alors ils doivent combattre la progression ou l'avancée de la Fédération de Russie sur le sol africain. Derrière également, vous avez l'Union européenne qui, bien récemment, a envoyé son garçon de course, à savoir la France, indirectement venir commander l'énergie, les réserves naturelles sur le sol africain. Je l'ai dit tantôt dans une de mes chroniques, que l'une des premières raisons du déplacement du président français Emmanuel Macron sur le sol africain était d'abord pour des raisons énergétiques. Donc, du fait donc de cette crise et de certain nombre de sanctions
que la Fédération de Russie a imposé à un certain nombre de pays occidentaux, parmi lesquels le Japon. Le Japon doit jouer aux opérations de charme à l'Afrique, c'est de ça dont il est question. En réalité, le Japon est en train de vouloir se repositionner également sur le continent africain, parce que dans les jours à venir, le Japon, comme l'Union européenne, comme la France, comme les États-Unis, auront fortement besoin des réserves énergétiques en gaz et en pétrole qui sont contenues en grande partie sur le territoire africain. Donc, voilà les deux choses qui font en sorte que quand le Japon aujourd'hui fait cet appel indirectement à demander aux Africains à appeler à vouloir un siège de permanent au Conseil de sécurité, non, le Japon ne le dit pas pour les beaux yeux des pays africains. Le Japon le dit parce qu'indirectement, le Japon voudrait également, derrière cet appel-là, saisir l'opportunité pour pouvoir justement imposer ou alors demander à ce qu'il y ait une certaine révision au niveau de cette instance-là, parce que le Japon voudrait bien siéger en qualité de membre permanent. Ça, c'est la première. La seconde, c'est que le Japon également est dans une opération de séduction du fait de l'imposition d'un certain nombre de sanctions économiques et énergétiques de la Fédération de Russie contre le Japon pour avoir pris position contre la Fédération de Russie dans le cadre de l'opération spéciale qui est en train de se dérouler du côté de l'Ukraine. Et comme dans l'Union européenne, le Japon est en train de faire une opération de séduction à l'Afrique parce que derrière ce que la Russie est en train d'imposer comme sanction énergétique et comme sanction économique à ces pays-là, ils se rendent compte qu'en réalité, leur salut se trouve du côté de l'Afrique. Voilà pourquoi nous avons donc cette cadence-là, cette rhétorique, que ce soit avec l'Union européenne, du fait de la visite du président Emmanuel Macron sur le sol africain, ou encore cet appel du Japon à appeler à ce que l'Afrique ait un siège permanent au Conseil de sécurité. Ça, c'est ce qu'il fallait dire pour un premier jet. Mais également, il faut rappeler que lorsqu'on parle de cette plainte qui a été déposée au niveau du Conseil de sécurité contre la France, il faut véritablement rappeler que selon un certain nombre de nos informations bien introduites de ce côté-là, il est très clair que ceux qui sous-estiment les capacités du Mali aujourd'hui risqueront d'être très surpris. Parce que dès les premiers déploiements ou alors les premiers contingents, les premières arrivées de la Fédération de Russie au Mali, qu'est-ce que la Russie a fait? La Russie a misé sur deux plans. Le premier déjà, c'était de contrôler et de sécuriser l'espace aérien malien. Le second, c'était de renforcer les capacités de renseignement de l'État malien. Je peux vous rassurer qu'en termes de renseignement, le Mali aujourd'hui est très bien avancé, contrairement à certains autres pays de la sous-région ouest-africaine. Ce qui veut dire très clairement quoi? Qu'aujourd'hui, tout laisse croire que le Mali a entre ses mains un ensemble de preuves, parmi lesquelles des appels audio qui ont été interceptés par le renseignement malien grâce au nouveau matériel de renseignement qui a été apporté de ce côté de la part de la Fédération de Russie. Le Mali a eu à justement intercepter un ensemble d'appels téléphoniques, un ensemble d'audio qui sont justement entre la position de l'État malien, qui démontrent à suffit de l'ingérence de la France dans les affaires internes du Mali et de la complicité de la force Barkhane avec un certain nombre de rebelles dans le nord Mali. À côté de ça, vous avez également des Français plusieurs fois qui ont été pris en partie dans cette partie du Mali. Je tiens à vous rappeler tout récemment qu'il y a un charnier qui avait été découvert par les femmes à les forces armées maliennes lors d'une patrouille, bien avant que la force Barkhane libère la base de Kidal, ou si je ne me trompe pas de Gao, dans le nord Mali. Donc, aujourd'hui, je peux vous rassurer que le Mali a un ensemble de preuves qui accablent fortement la France. Et pour aller même plus loin dans cette logique, je vous prends un cas très simple. Je tiens à vous rappeler que aujourd'hui, au niveau de ce qu'on appelle la zone des trois frontières, qui est justement cette zone d'embouchure entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, il ne se passait pas, il y a de cela quelques années, ou alors quelques mois, il ne se passait pas une journée sans que nous assistions à des attaques, je dis bien des attaques meurtrières des terroristes dans cette partie-là, menaçant nous, non seulement les armées, mais bien plus encore les populations civiles qui y résidaient. Et justement, à cette époque-là, la force Barkhane avait une base dans cette zone des trois frontières. Mais depuis que la force Barkhane a libéré la zone des trois frontières, et l'a laissé entre les mains des armées des pays respectifs, aujourd'hui, est-ce que depuis pratiquement des semaines et même des mois, vous avez encore entendu que nous avons compté des morts de ce côté-là? C'est-à-dire que malgré les moyens logistiques, malgré les moyens, les capacités de renseignement dont ne disposent pas ces armées respectives, ils ont pu quand même apporter certaines accalmies dans ces régions-là, contrairement à la France qui hier était placée dans ces régions-là, disposait de drone Reapers, disposait d'un ensemble de matériel de renseignement de nature à pouvoir
véritablement apporter la paix et la sécurité dans cette partie-là, n'a pas pu le faire. Donc, aujourd'hui, je pense que ce qui est en train de se passer du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous sommes en train d'assister véritablement à une refonte du système des Nations Unies, à une refonte du Conseil de sécurité, je dirais même à une réécriture du droit international qui ne sera plus axé sur le droit des fonds, mais beaucoup plus sur le droit des peuples, justement à pouvoir, chacun de son côté, défendre ses intérêts et prétendre bien sûr aspirer à un certain développement. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour un premier jet de pierre. Cette première intervention, M. Charles Kenyé. Alors, M. André Christophe Fanga, nous parlons justement de cette représentativité au Conseil de sécurité des Nations Unies. Certains membres permanents demeurent réticents quant à la représentativité de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies pour un pouvoir de décision, précisément ce droit de veto, et soulignent, je cite, l'instabilité politique persistante et une faible contribution financière de l'Afrique au budget des Nations Unies. Ces arguments sont évoqués pour justifier cette restriction, on va le dire ainsi, du continent africain en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Ces arguments sont-ils valables et assez poignants selon vous, ou bien? Alors, Madame Céleste Capel, merci pour la question. Je voudrais saluer les deux brillantes interventions de Madame Amina Fofana et de mon ami Charles Kenyé, qui sont allés largement sur la question et qui ont fait des rappels historiques par rapport à la création même après la Société des Nations de l'ONU, et qu'aujourd'hui nous assistons au Conseil, le Conseil de sécurité et tous ces différents éléments. Ce qui me plaît dans votre question, c'est que vous parlez de l'Afrique a droit à une place. C'est comme si vous parlez de l'Afrique un pays. Et ça, je suis très d'accord avec ça. L'Afrique un pays. Vous voyez d'où se trouve la nuance. La nuance se trouve qu'on ne parle pas d'un État africain qui doit avoir une place dans le Conseil de l'Afrique. Et ça, si nous sommes assez intelligents, ça veut dire que c'est nous qui devons saisir la balle au bon. C'est-à-dire de créer d'abord la Fédération des États de l'Afrique. Première des choses, pour gagner le combat que nous menons aujourd'hui, je pense qu'aller à une fédération des États de l'Afrique nous donnera plus de pouvoir et plus d'autorité, et l'ONU ne valera même pas grand-chose face à ces États-là. Parce que la vérité qu'on ne vous dit pas, chers Africains, c'est qu'on nous fait croire que nous sommes payés. Vous avez cité même dans les éléments là, que nous n'apportons pas une très grande contribution financière. Tels sont les termes de certains membres permanents du Conseil de sécurité. Très d'accord. Ok. Donc si l'argent c'est le papier, alors là nous considérons que nous n'avons pas. Mais si l'argent c'est autre chose, c'est-à-dire l'Afrique qui est, d'abord, première des choses qu'il faut dire, 30 millions de kilomètres carrés en termes de territoire. 30 millions de kilomètres carrés engloutissent l'Europe, c'est-à-dire pour l'Europe entière, l'Asie et les États-Unis. Et vous dites que non, on n'apporte rien. Rien, on est pauvre. C'est-à-dire seulement le kilomètre carré de terre africaine, n'est-ce pas, englobe déjà une partie de tout le globe terrestre. Alors, vous nous parlez de quelle pauvreté? Deuxième cas, l'Afrique, c'est 70% des réserves, de toutes les réserves. Mais écoutez, et vous nous traitez de pauvres, qu'on n'a pas apporté grand-chose. On nous parle de stabilité. Mais qui crée l'instabilité dans notre continent? MONUSCO. Ça fait 30 ans qu'ils sont en RDC, 30 ans. Ils ont apporté la paix. Pour dire qu'on parlait de stabilité du continent africain ou bien des pays africains. Ça fait 30 ans que la MONUSCO est au Congo, en RDC. Ils ont apporté quelle paix? Donc, soyons un peu plus sérieux. Parce que les gens nous prennent pour des cons. Et c'est justement sur ces positions-là qu'on a toujours amené l'Afrique. En voulant parler à l'Afrique, en disant non, vous n'avez pas ceci, l'Afrique c'est la pauvreté. D'ailleurs, lors période de Covid, soi-disant Covid, on nous a dit que non, l'Afrique aura des millions de morts. C'est-à-dire les gens vont tomber en cascade dans notre continent. Mais on a vu, l'Afrique a été sauvée. Donc, quand nous parlons de tous ces différents effets, nous savons que le Japon, les États puissants, ces États qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale et tout, se sont organisés de faire la part de lion. C'est-à-dire de s'organiser pour que c'est eux qui dictent la marche du monde. Pourquoi?
face à l'ignorance des peuples africains, face à la faiblesse de l'unité des peuples africains, face à la faiblesse de ce que les États africains ne peuvent pas parler d'une même voix. Ce n'est que normal qu'aujourd'hui, on commence à supplier, ou bien on commence, la preuve en est. L'Afrique du Sud, à un moment donné, pour lâcher le président Laurent Gbagbo, pour lâcher certains révolutionnaires africains, on leur avait proposé une place au Conseil de sécurité. On a dit non, on va faire tout pour que vous soyez membre du Conseil de sécurité. À l'époque, je crois que c'était quel président, je crois que c'était Zuma. Oui, Zuma à cette période-là. Finalement, il a tout lâché. On a tout arrêté. Donc, nous pensons aujourd'hui que nous, Conseil de sécurité ou pas Conseil de sécurité, ça ne nous concerne pas. Cette nouvelle Afrique que nous sommes en train de bâtir n'aura pas besoin d'aller au Conseil de sécurité, n'aura pas besoin d'être membre de l'ONU. Parce que nous allons unir d'abord l'Afrique, et si nous réussissons à unir l'Afrique, alors nous aurons une vraie Afrique et qui pourra tutoyer tout le monde entier. Parce que le reste du monde se mettra à genoux d'elle-même. Le plus grand défi des Africains aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble. C'est tout. C'est de briser ces barrières fabriquées de toutes pièces. D'ailleurs, une fois ici dans votre émission, nous avons débattu sur le cas du Mali, n'est-ce pas? Quand on parle du Mali, le Mali, c'est presque le père fondateur de tous ces autres États que nous avons aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest. Alors, pourquoi on a divisé le grand empire du Mali? Parce que c'était un empire puissant. Et c'est là qu'aujourd'hui, c'est un rôle extrêmement important que le Mali joue aujourd'hui dans cette révolution africaine. C'est parce que dans ses chaînes, dans son histoire, il a toujours été au devant de la scène, ce Mali-là. Donc aujourd'hui, ne nous parlons pas, ne minimisons pas l'Afrique, ne pensons pas que l'Afrique, il s'agit simplement d'un bout de terre. Et d'ailleurs, regardez les représentativités de l'Afrique sur les cartes du monde. Vous allez retrouver que l'Afrique est toujours très resserrée. Mais quelque chose qui vaut 30 millions de kilomètres carrés est très resserré. Et quand vous regardez le continent européen, l'Europe ou bien les États-Unis, c'est grossi. C'est grossi. Vous projetez, c'est des images mentaux. C'est des images où on conditionne votre mental en vous faisant croire que non, vous êtes petit. En fait, à vue d'œil, vous voyez que vous êtes petit. C'est ce qu'on a voulu faire croire à l'Afrique, que non, vous ne valez absolument rien. Mais non, nous qui savons ce que vaut l'Afrique, ce que vaut les Africains sur l'échiquier mondial, alors nous conseillons et nous déconseillons que ça ne soit plus un objet du débat, n'est-ce pas? Un objet des prétentions de certains pays, de dire que nous voulons une place au Conseil de sécurité, nous voulons une place à ceci, nous voulons une place, parce que toutes ces institutions sont des institutions criminelles. Vous ne pouvez pas avoir affaire à des institutions criminelles et vous voulez adhérer à ces institutions-là, vous voulez une place dans ces institutions-là. L'ONU est une institution criminelle. Et d'ailleurs, j'ai invité ici sur votre plateau tous les juristes africains de porter plainte à M. Gutiérrez, secrétaire général des Nations Unies, et M. Debryesus, c'est Debryesus, n'est-ce pas, l'Éthiopien, c'est un Éthiopien, je crois, qui est directeur de l'OMS, n'est-ce pas, qui est une organisation de l'ONU. Pourquoi? Pour divulgation de fausses nouvelles. Propagation de fausses nouvelles. Parce qu'en disant que l'Afrique devait mourir de Covid, c'est une propagation et on n'est pas mort. Donc c'est quelque chose, vous avez fait, mais c'est même menace de mort. Vous avez menacé Gutiérrez et Debryesus ont menacé l'Afrique. Donc normalement les juristes devaient porter plainte à l'ONU et tous les représentants. On ne peut pas compter des massacres que l'ONU commet au niveau de l'Afrique avec ses missions de paix. D'ailleurs, je crois que c'est Amina Fofana qui a dit que casque bleu, non, casque rouge. C'est le casque rouge parce qu'il représente le sang. Partout la minute que se trouve, ou bien ces organisations internationales, c'est le sang qui coule. Citez-moi un seul instant. Je voudrais saluer le président de la Côte d'Ivoire, soi-disant, M. Alassane Dramane Ouattara, spécialiste venu du FMI, qui nous a dit que non, il a conseillé 125 pays dans le monde, voilà, en matière d'économie et tout le reste là. Ok, citez-moi un seul pays que le FMI a développé pour la Banque mondiale. Aucun. Donc, toutes ces institutions sont des institutions bidons qui ne servent que pour appauvrir l'Afrique, pour mettre l'Afrique sur des chaînes. Et si nous ne comprenons pas un seul instant que pour que nous puissions nous libérer, c'est de créer d'abord une unité politique africaine, de créer des mouvements qui vont permettre que les Africains puissent se mouvoir. D'ailleurs, la libre circulation, elle est où? Si aujourd'hui,
le colon réussit encore à nous diviser. Je ne peux pas aller au Mali comme je veux. Je ne peux pas aller au Congo comme je veux. Je ne peux pas aller en même simple Guinée équatoriale ici à côté. Je ne peux pas me déplacer comme je veux. En RCA, je ne peux pas me déplacer comme je veux. Alors là, ça veut dire que le colon a encore une place de choix dans notre territoire parce que ce sont ces frontières qu'il a créées. Comment est-ce possible? Moi qui suis de la région de l'Est au Cameroun, n'est-ce pas? Je suis Maka, du village Miambo. Je suis à quelques mètres, les populations de chez nous se retrouvent en RCA. Mais nos familles sont divisées, on ne peut plus s'entendre, on ne peut plus marcher ensemble. Comment est-ce possible qu'au sud du Cameroun, n'est-ce pas, il y a les Boulous, en Guinée équatoriale, il y a ce qu'on appelle les Toumou, les femmes, et tout le reste, et au Gabon, même chose. Les mêmes peuples, mais qui se retrouvent dans 3 pays différents. Et on continue à dire que non, il faut qu'on aille au Conseil de sécurité. On a fait, alors que même dans nos propres familles, on nous a divisés. On ne peut pas s'unir dans nos propres familles pour continuer à mener le combat, mais on va rendre dispersé. Ça, j'ai pris des micros-États. Imaginez-vous si tout le continent africain s'unit aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons devenir? Nous allons devenir une très grande force, une très grande puissance qui n'aura pas besoin des Nations Unies, qui n'aura pas besoin du Conseil de sécurité, qui n'aura pas besoin du FMI, qui n'aura pas besoin de la Banque mondiale. Imaginez-vous un seul instant si le Cameroun, le Congo, le Tchad et tout le reste là s'unissent véritablement pour faire un seul pays, un seul État. On peut commencer par des micro-États, des micro-fédérations comme celle-là et produire de bons résultats. Donc, vraiment, pour moi, le Conseil de sécurité, le Japon s'embrouille, c'est son problème, qui cherche à être au devant aussi de la scène. Juste, vous savez, quand vous êtes un air politique, vous cherchez à avoir aussi quelques vues, n'est-ce pas, comme ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Quand vous créez le buzz pour avoir quelques vues. Donc, normal, le Japon veut avoir quelques vues. On a vu, débrouillez-vous, c'est votre problème là-bas. Nous, ça ne nous concerne pas. Conseil de sécurité ou pas conseil de sécurité, notre objectif, c'est que l'Afrique soit unie et unie pour la bonne cause. Merci pour cette analyse. Alors, Madame Amina Fofana, il faut le